le débat contradictoire. Alors une question peut-être à la CPDP directement. Une minorité agissante a empêché les habitants de la Meuse de participer à des réunions où ils auraient pu poser leurs questions en direct. Quelles dispositions allez-vous prendre pour que quelques voyous parfois, hélas, seinent d'écharpes tricolores, n'empêchent pas toute une population de s'informer et de s'exprimer? Pourquoi ceux qui commandent ces agissements ne sont-ils pas arrêtés et condamnés, nous demande Joseph Prodhomme. Peut-être vous allez répondre directement, Barbara Estimoffa. Oui. Pour la CBDP, il a été hors de question de prendre des mesures, genre avoir recours aux forces de l'ordre. Ça a été très très clair. Pour nous, le débat public, c'est un débat pour du public, avec du public. Et donc isoler une partie qui gênerait, quel que soit le motif, ça n'a jamais été une option. Donc je peux répondre très clairement là-dessus. Après, une fois ce débat sera terminé, il peut y avoir dans le futur d'autres débats publics qui peuvent susciter ce même comportement de la part du public. Ça sera plus la responsabilité de gérer ça de la CBDP, mais je pense que la CNDP, elle a tout à fait conscience qu'il y aura dans le futur une approche à prendre en compte cela. Une question un petit peu incidente à celle-là. Est-ce que la Convention d'Aarhus prévoit des sanctions pour ceux qui empêchent la concertation avec la population en perturbant les réunions publiques? Non, elle explicite simplement la façon dont ça doit être fait, c'est-à-dire concertation très en aval du projet, mise sur la table de toute la documentation, puis effectivement prise en compte des remarques dans le temps de faire justement tous les débats, et pour finir, effectivement, avoir un suivi correct de toute cette procédure, de façon à ce que la population puisse intervenir à différents moments, etc., mais en ayant un dossier construit. Et elle a besoin de ça. Et il faut effectivement prévoir un certain financement pour que justement il puisse demander des expertises, etc. Oui, bien sûr. Mais elle n'est que comme ça, elle n'est pas répressive. Juste en complément de ce que vient de dire Mme Reding-Sofer, Thibault Lavalette de l'Andra. Je voudrais juste aussi rappeler que le comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain a dans ses missions fixées par la loi d'organiser aussi la concertation au niveau local autour des sujets liés au stockage et à la gestion des déchets radioactifs. Et à ce titre, le CLIS organise très périodiquement des débats sur les différents sujets liés au projet CIGIO qui permettent aussi aux acteurs locaux de faire remonter leurs questions et leurs interrogations par rapport au Je suis tout à fait d'accord, mais je vous rappelle que le CLIS, effectivement, a émis des réserves et a demandé toute une série d'études complémentaires, justement, pour pouvoir mieux informer la population. Ceci dit, il y a des débats au niveau du CLIS. C'est clair qu'il n'est pas... Bon, il y a les élus qui protestent, etc. On les a reçus au niveau du Haut Comité à la transparence et ils posent effectivement toute une série de questions et disent qu'on n'a pas répondu à leurs questions et on ne les a pas suffisamment sollicités. Alors, pas répondu, pas écouté. Une question qui nous arrive par mail. Franck Morales nous demande comment l'Andra va-t-elle tenir compte des avis et des remarques formulées durant le débat public? Thibault Lavalette, après les autres nous donneront leurs sentiments aussi. Comment vous allez en tenir compte? Alors, juste en termes de méthode, rappelez que suite au débat public, la commission particulière et la commission nationale du débat public vont produire 2 documents qui s'appellent le compte-rendu et le bilan du débat public. Donc ça, c'est dans un délai de 2 mois après la fin du débat public. Et ensuite, le maître d'ouvrage, l'Andra, sera amené effectivement dans un document formel à indiquer quelle suite elle donne au débat public. Et nous, alors bien sûr, on est extrêmement à l'écoute de tout ce qui se dit depuis 6 mois sur le débat. Et on voit qu'il y a énormément de questions qui sont posées relatives à la gouvernance, relatives à l'insertion territoriale du projet. Il y a beaucoup de cahiers d'acteurs très précis, avec des idées très précises et des expressions d'attente
très précises sur la façon dont, si CIGEO devait être mise en œuvre, les conditions qui devraient accompagner son déploiement. On entend aussi des questions autour de suivant quel rythme va-t-on passer du stade du laboratoire au stade du démarrage du centre de stockage. Donc ça, typiquement, ça fait vraiment partie des questions auxquelles on commence à réfléchir aujourd'hui et dans lesquelles, au premier semestre 2014, on indiquera comment est-ce qu'ils vont modifier le projet. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis convaincu que le projet suite au débat public, il aura évolué par rapport à ce qu'on présentait en entrée de débat public. Et de ce point de vue-là, nous, on a vraiment le sentiment que ce débat apporte beaucoup d'éclairages nouveaux et complémentaires des réflexions qu'on avait déjà pu mener par le passé. Bernard Laponche, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec ça. Non, moi je parle d'autre chose. Je veux dire, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Éclairer la lanterne de nos internautes qui écoutent ce que vous dites les uns et les autres. J'éclaire la lanterne, c'est que le sujet du débat, c'est pas tellement de dire à l'Andra, il faudrait que vous modifiez telle ou telle chose. Ça sera fait, admettons, c'est la discussion sur la pertinence de ce projet. Et l'Andra, c'est un exécutant. On lui a demandé de faire un projet de stockage souterrain. S'il s'avère que ce projet n'est pas pertinent et que même le stockage en profondeur n'est pas pertinent, ce n'est pas une question de modification du projet, c'est une question de ne pas faire ce projet. Alors justement, et donc les conclusions du débat s'adressent aux décideurs, effectivement, là où pas qu'à l'endroit, aux décideurs. Effectivement, moi j'ai parlé. Je pense qu'il serait bien de dire que tout n'est pas joué. Effectivement. Vous nous dites les uns et les autres. Ce que dit M. Laponche, c'est très important. Une seconde, y compris vous, M. Labalette, c'est que ce n'est qu'un projet. Effectivement. Aujourd'hui, le projet n'est pas décidé. Ça, on l'a bien expliqué pendant le débat. On a une phase d'étude. À un moment, l'Andra déposera une demande d'autorisation qui sera instruite. Et si on estime que le projet ne peut pas être dessiné, ce ne sera pas que ça. Mais ce que dit M. Laponche est important. Effectivement, outre l'Andra qui indiquera à son échelle sur le projet quelle modification peut y avoir, il y aura d'autres suites qui relèveront de l'État, à la fois au niveau du schéma interdépartemental de développement du territoire, où là c'est vraiment l'État en concertation avec les acteurs locaux qui étudie les différents aménagements à réaliser si CIGEO devait être mis en œuvre. Donc là la gouvernance, elle n'est pas au niveau de l'Andra, elle est au niveau de l'État et des acteurs du territoire. Et le deuxième élément qui est fondamental, c'est n'oublions jamais que suite au débat public et au dépôt de la demande d'autorisation, il y a une loi qui sera votée par le Parlement pour fixer les conditions de réversibilité. Donc le dossier CIGEO, il va repasser après 2006 devant le Parlement. Et donc toutes les questions, tout ce qui est débattu dans le cadre du débat, y compris l'opportunité du projet, il y a eu des séances dédiées à ce sujet autour de la même table, ce sont des questions qui vont alimenter la préparation de ce futur rendez-vous parlementaire. Et le décret d'autorisation, c'est une responsabilité de l'État. Et justement, une question par SMS là-dessus, SMS anonyme qui nous dit, mais le gouvernement peut-il tout arrêter ? Oui. Parce que théoriquement, on dit oui. Le gouvernement peut tout arrêter ? Il peut ne pas donner l'autorisation. Oui, tout à fait. Oui. Il peut réclamer des choses supplémentaires et même dire, écoutez, qu'il n'est pas d'accord. Beat Kellenberg, vous vouliez intervenir à ce propos. Oui, je crois que cette discussion, à l'instant même, concernant les résultats, c'est toujours un petit peu le cas dans les enquêtes publiques. C'est toujours la question de base. Est-ce qu'on discute encore pour savoir si oui ou non le projet va être réalisé, ou est-ce que on parle déjà de l'exécution, de la réalisation? Et bien sûr, il y a aussi différents destinataires. Il y a les questions du comment devront être adressées à l'Andra, et la question du oui ou non, ça c'est une question que l'État, le gouvernement doit prendre. C'est donc une question fondamentale. Il faut retourner aux choses fondamentales. Et apparemment, j'ai l'impression que ce n'est pas clair pour tout le monde ce qu'il faut discuter aujourd'hui. Discuter, vous nous dites, sur deux plans à la fois, le plan technique du projet et le plan de est-ce un bon projet? C'est ce que vous nous dites aussi, Bernard Laponche. Oui, on peut prendre l'exemple du réacteur EPR. C'était ça. C'était la même chose. C'est-à-dire il y avait à la fois la discussion sur
la qualité de l'objet. Est-ce que ce réacteur est bien conçu et Monique pourra en dire. Elle a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis il y avait aussi l'opportunité de faire ou non un réacteur supplémentaire de 1500 mégawatts, etc. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire il y a des remarques ou des contradictions, mais qui s'adressent à l'Andra sur des points concernant le projet lui-même et sa valeur, je dirais, en tant qu'ingénieur. Et puis il y a des points qui s'adressent à une décision politique sur l'opportunité du stockage en profondeur, sur l'opportunité de le faire là, enfin des choses qui sont des décisions de l'État. Alors les deux choses se discutent, c'est vrai. Et sont discutées dans le cadre du débat. Oui. Et je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit bien que le jour où le dossier va remonter au niveau du Parlement pour décider effectivement est-ce qu'il faut engager ce projet et si oui, à quelles conditions en matière de réversibilité, sa décision aura été éclairée par tous les avis qui auront été exprimés au débat public et donc ça permettra de fonder la décision au vu de l'analyse de ces différents points de vue À qui auront été exprimés. condition qu'il y ait un vrai débat public. Je reviens au truc, c'est que je pense que ce qu'on a eu depuis quelques mois, c'est déjà pas mal, hein, ne suffit pas par rapport aux questions qui sont posées. Voilà. Il faudrait qu'il y ait vraiment un débat public. Tout à fait, qui mais soit le gros organisé. problème, et c'est pour Monique ça Sonnet. d'ailleurs que ce débat a du mal à se faire, c'est que on a parlé du débat justement de Flamanville. Il s'est trouvé que on n'a pas du tout écouté le fait que les personnes d'une part se battaient aussi contre un autre débat dans un autre débat public contre la ligne à haute tension et que finalement ce qu'on leur a proposé c'est un réacteur à Flamanville. C'est tout. On n'aura pas et ça avait été décidé effectivement par le Parlement, et le gouvernement, etc. Quoi. Donc il y avait eu une discussion sur un programme énergétique qui incluait ce réacteur. Là, si vous voulez, c'est vrai que in fine, le gouvernement peut effectivement écouter et éventuellement demander de nouvelles modifications. Mais bien sûr, ça demande quand même, ça demandera de toute façon une nouvelle consultation, parce que c'est ça le problème, quoi. C'est clair que ça marche pas à cause du fait que c'est trop axé sur un document qui est ce que le Parlement a voté et le dossier de l'exploitant. Je crois qu'il faut plus de données pour élargir le débat. À vous la parole. Une question qui nous arrive par mail et qui s'adresse directement à vous, Monsieur Laponche. Est-ce que pour Monsieur Laponche, le Parlement de la République n'a pas le droit de prendre une position différente de ce qui s'est dit dans un débat public? Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce que vous ayez dit. Bon. Non, c'est pas le Parlement. Le Parlement, il est autonome, heureusement. Enfin, il peut prendre des décisions. Non, je pense qu'un Parlement qui se respecte, ce sont quand même les élus du peuple. S'il y a eu un débat bien fait qui arrive à un certain nombre de recommandations dont le président de la CNDP de l'époque avait dit que tout le monde était en gros d'accord là-dessus, que ça valait le coup de regarder des alternatives, je pense que le Parlement aurait dû mieux refléter les résultats du débat. Parce que je pense que ça n'a pas été discuté au fond au sein du Parlement, que les élus ne sont probablement pas assez intéressés à ce sujet. Et on leur a dit, bon, écoutez, le stockage souterrain, c'est très bien. Ben oui, c'est très bien, effectivement, c'est une bonne idée. Et je crois que le débat actuel pourrait mieux éclairer les élus, c'est-à-dire apporter des éléments à la fois sur la réalisation pratique des choses et sur les problèmes de fond que ça pose sur le plan éthique, international, etc. Et donc le Parlement est tout à fait habilité à modifier ses opinions, et il peut y avoir une loi sur d'autres décisions que celles qui ont été prises par le passé. Thibault Lavalette pour l'endroit. Oui, juste en complément, je voudrais signaler que dans le livre blanc de l'Anccli, il y a eu justement un travail intéressant de regarder par rapport aux différentes recommandations qu'il y a eu dans le débat public 2005-2006, comment elles s'étaient traduites dans le cadre de la loi qui a été prise en 2006, donc à travers la mise en place d'un plan national de gestion des déchets radioactifs, d'un débat public en 2013 sur la transition énergétique, sur la réversibilité, sur l'expertise, sur un certain nombre d'aspects. Je voudrais aussi rappeler qu'effectivement, si le Parlement a fait le choix en 2006
de retenir en solution de référence la solution du stockage réversible profond. Donc il a acté ce principe pour ne pas reporter sur les générations futures la responsabilité de trouver des solutions pour gérer les déchets radioactifs. Et il a demandé à l'ANDRA de poursuivre ses études en vue de pouvoir déposer un dossier de demande d'autorisation. Mais le Parlement, il n'a pas décidé en 2006 de créer le projet CIGEO. Et donc ça, c'est bien l'objet des étapes qui viendront après 2015 d'instruction. Je voudrais aussi juste rappeler que le Parlement, en 2006, il a poursuivi les études sur les différents axes de recherche qui avaient été institués par la loi de 91, et en particulier sur l'entreposage. Il a confié la mission à l'ANDRA de poursuivre la recherche sur ces différents sujets. Et l'ANDRA, dans le cadre du débat public en 2013, a produit le bilan des études qu'elle a menées depuis 2006 sur ce sujet, où nous avons notamment investigué des questions liées à la durabilité des entrepôts, à leur polyvalence. Et je voudrais aussi signaler que récemment a été inauguré à ce site de La Hague un nouvel entreposage par Areva qui se fonde sur ce travail et qui inclut donc un certain nombre d'innovations pour allonger la durée de vie de cet entreposage. Alors, une question qui s'adresse... vous voulez répondre, Monique Sonnet parce que non, mais je le remercie de dire du bien de l'Ancli. Parfait. Je voudrais continuer à lui poser une question. Ceci dit, on a quand même quelques réticences. Et si on a fait un bilan dans un grand cahier qui fait quand même 20 pages, c'est justement pour bien montrer quelles sont les questions que se posent les commissions locales et quelles sont les nécessités d'avoir comme document. Et donc ça, c'est clair. Tout n'est pas rose. On n'a jamais dit que tout était rose, je vous rassure. Isabelle Homme nous demande: j'aimerais savoir si CIGEO est autorisé, quels moyens y aura-t-il pour vérifier que tout se passe bien? Thibault Labalette, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Quels sont les moyens de vérification que tout se passe bien? Donc, premièrement, c'est la réponse. Si CIGEO est autorisé, l'ANDRA aura la responsabilité de la sûreté de l'installation en tant qu'exploitant nucléaire. Donc, l'ANDRA devra démontrer, bien évidemment, dans le dossier de demande d'autorisation, qu'elle maîtrise l'ensemble des risques liés à l'installation. Et il faut également savoir que l'ANDRA devra demander, avant qu'on puisse accueillir un premier colis de déchets radioactifs dans CIGEO s'il est construit, on devra également demander une autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire pour pouvoir commencer ces étapes. Et après, comme toute installation nucléaire, il y aura des réexamens périodiques de sûreté au moins tous les 10 ans sur l'installation. Alors, le contrôle de CIGEO ne s'arrête pas là, puisque bien évidemment, il y a le rôle de la commission d'évaluation qui a été mise en place par le Parlement, qui continue à examiner l'ensemble des études et recherches sur le stockage géologique. Et l'ANDRA a proposé que pendant toute la vie du projet, donc on fasse un point également sur la poursuite de la recherche sur les autres axes de gestion des déchets radioactifs potentiels pour alimenter les décisions qui seraient à prendre en compte au fur et à mesure de l'exploitation de CIGEO. Le troisième point sur lequel vous allez peut-être revenir après, c'est que outre l'ensemble des évaluateurs, ce sont des gens qui nous contrôlent sur le plan institutionnel, il y a également bien évidemment le rôle on va dire des expertises pluraliste. Et à ce titre-là, je voudrais signaler par exemple que les commissions locales d'information ont un rôle également dans la surveillance des installations. Et par exemple, la CLI du centre de stockage de l'Aube, où l'ANDRA a un centre de stockage en surface qui est implanté, elle a mandaté récemment 2 expertises d'un laboratoire de contrôle indépendant qui s'appelle l'ACRO, qui ont confirmé les données en matière de surveillance que présentait l'ANDRA. La CLI du centre de la Manche a également fourni, commandé le même type d'analyse à l'ACRO sur l'analyse du contrôle des eaux souterraines. Ça a permis d'identifier qu'il y avait encore des points de débat sur ces sujets-là. Et donc les travaux vont se poursuivre. Donc je trouve que c'est un exemple intéressant pour montrer le rôle en fait, de l'ensemble de ces acteurs et le rôle du contrôle de la société sur ce plan. Monique Sonnet, vous voulez répondre? Je voudrais... C'est sûr qu'il y a effectivement des expertises qui sont menées, mais de toute façon, en ce qui concerne le site Manche, il y a des problèmes et c'est pas encore très résolu d'où vient le tritium, etc. Donc là, il y a beaucoup d'études à faire. Hein. Et alors, en plus, bon, c'est toujours la même chose. Il y a un ensemble d'études qui sont faites, mais par l'ANDRA, etc. Mais ce site, ça veut dire, on dit, voilà, quand il va ouvrir, on va en faire un site
finalement deux laboratoires, puisque oui, parce que l'autre laboratoire, il n'est pas à la bonne profondeur. Donc on va commencer par tester un certain nombre de choses. Très bien. Il n'empêche que il y a eu quand même des grosses réserves sur l'inventaire qui est prévu pour être mis dans ce site. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on n'y mettra pas, et ça c'est ce qui est en entreposage justement à La Hague, ce qui contient les hautes activités vie longue avant au moins, disons, 50 ans. Hein. Donc ça veut dire vers 2070, 2080, parce qu'on ne pourra pas les mettre avant, sinon on abîmerait l'argile. D'autre part, il y a des études qui sont faites par l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire. Et ces études qui se font à Tournemire et qui sont en cours depuis 20 ans, on s'aperçoit qu'en 20 ans, ils ont encore beaucoup de détails à mettre au point sur ce qu'ils font. Et en particulier, ils ont mis en place des analyses de tous les forages qu'on peut faire, et il est certain que l'ANDRA ne les a pas encore utilisées, ces données. Et ça sera très important pour quand même la suite et donner, savoir si on peut faire quelque chose par le fond au niveau de CIGEO. Et donc, voilà. Et c'est un petit peu embêtant parce que, en fait, on a l'air de dire il est pas décidé, et puis on n'arrête pas d'en parler comme si il était déjà existant. C'est le stockage profond demande une étude beaucoup plus approfondie que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais est-ce que justement, c'est pas une raison pour qu'on continue à faire des études sur la faisabilité, j'allais dire les choses techniques, en même temps qu'on continue de s'interroger sur la pertinence du projet? Mais on peut le parlait à l'instant faire, de mais faire il y a deux le niveaux de questionnement. laboratoire. Le laboratoire permet au moins de tester justement la fermeture des alvéoles, permet de faire toute une série de choses. Le laboratoire qui existe déjà. Parce que dans l'autre, on teste, disons, éventuellement des vrais colis. Mais c'est tout. Mais le problème qui reste, c'est... Ce qui m'ennuie avec ça, c'est que de toute façon, il y aura des entreposages. Parce que vous allez être bien obligé d'amener vos colis et puis de les descendre par le fond. S'il y en a un qui n'est pas conforme, vous allez bien être obligé de le refaire. Parce que le renvoyer dans ces foyers, ça paraît difficile s'il n'est pas bon. Donc là, vous avez forcément une installation dont il n'est pas vraiment question. Parce que, non, croire que tout sera parfait, c'est impossible. Donc il faudra bien le faire. Ça fait un petit moment que Beate Kallenbach voudrait intervenir, donc je voudrais lui laisser la parole. Je suis sûre que M. Laponche prendra la parole par la suite. Beate Kallenbach. Oui, la question a été posée. Qu'est-ce qu'il y a quand on a l'autorisation et pour l'entreposage géologique, et c'est qu'on ne peut pas dire au moment où on a l'autorisation, on sait tout, l'installation est sûre, et ça a été ça parce qu'au moment de l'établissement de l'entrepôt final, on va gagner évidemment des connaissances sur la géologie pendant l'opération de l'installation. C'est donc un processus où, à base permanente, on apprend encore des choses et des problèmes qui existent encore sont toujours ouvert. Donc, la preuve de la sécurité va continuer une fois l'autorisation a été donnée. Et justement, ça, c'est le processus réversible qui est tellement important pour un entrepôt final. Et une fois l'autorisation est obtenue, il y a l'accompagnement régional qui doit continuer dans tous les cas. Et ce que Monique avait dit, la possibilité pour les régions d'avoir des expertises et nommer des experts qui ont leur confiance, c'est un point très important parce qu'après l'autorisation, il va toujours y avoir des questions où il sera important que ces questions seraient traitées activement de tous les parties prenantes, et donc il faut évidemment aussi la base financière pour pouvoir
commander de telles expertises. Il y a donc encore beaucoup de choses à faire après l'autorisation. Bernard Laponche. Et cette question, c'est la clé. Alors, ça fait au moins une demi-douzaine de débats que cette question de l'expertise critique est posée en France. Parce que tout ce que vous nous dites est juste. Il y a l'IRSN, etc. Mais tout ça, c'est un même ensemble. Ce sont des institutionnels plus ou moins liés à l'État. EDF, Areva, la Direction générale de l'énergie, l'ANDRA, l'ASN, l'IRSN. Même si on considère que chacun fait bien son travail, ils ne sont pas tout à fait ni le même statut, ni la même vocation. Enfin, il y a quand même des passerelles, y compris au niveau des personnes. Mais je critique pas ce qu'ils font. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait à l'extérieur des capacités scientifiques et techniques qui puissent analyser les dossiers, que ce ne soit pas entre minuit et 3 heures du matin, mais que ce soit une fonction de bureau d'études ou d'experts, et donc il y a des moyens financiers. Mais c'est pas vrai, c'est vrai pour CIGEO, mais c'est vrai aussi pour les centrales nucléaires. C'est-à-dire au niveau des régions, vous avez 19 centrales, la plupart des gens qui sont autour sont absolument incapables, enfin Monique à part, n'ont pas la capacité d'analyser un accident, d'analyser une décision de l'autorité de sûreté, y compris faire des propositions. Et donc, on peut bien parler, si vous voulez, on échange, on discute, mais il faut qu'il y ait une capacité critique extérieure, reconnue, qui puisse étudier les dossiers, conseiller les élus locaux ou même nationaux. Les élus nationaux, à qui ils s'adressent? Ils vont s'adresser aux mêmes, qui vont leur dire, vous savez, en gros, ça va bien. Ce qui est normal, l'ANDRA ne va pas dire, écoutez, non, ça ne va pas, etc. Donc, il faut qu'il y ait, quelque part, des instituts, y compris, pourquoi pas, des instituts étrangers. Ce qu'on ne fait pas en France. On ne demande pas à un institut, à aucun institut, de faire une analyse très précise du projet CIGEO, par exemple. Moi, j'aimerais autant que ce soit des Français, mais je veux dire, ça ne me gênerait pas du tout que ce soit des Allemands. Et donc, c'est pas dans les mœurs, si vous voulez, dans le système français qui est quand même très étatique, très centralisé. C'est pas dans les mœurs qu'il y ait que l'extérieur ait la capacité et les moyens, y compris financiers, de faire des études critiques qui soient du même niveau, je dirais, scientifique, que ce qui est proposé par les promoteurs. Et donc, on est toujours en décalage, c'est clair. Et donc, les populations, elles ont du mal. Alors, de temps en temps, elles demandent une expertise, mais si vous voulez, c'est presque exceptionnel. Vous avez cité l'ACRO. L'ACRO, c'est des moyens extrêmement réduits. Donc, c'est de temps en temps que l'ACRO peut intervenir, ou la CRIRAD, ou le GSIEN. Mais c'est minuscule, c'est une alouette, un cheval, quoi. Thibault Lavalette, vous vouliez répondre? Pour compléter le propos, si je reprends l'exemple que j'avais pris en introduction, donc de l'étape en 2009-2010 où il avait fallu choisir la zone d'implantation souterraine, après tout le travail que je vous ai décrit en introduction, qu'est-ce qui s'est passé? L'État, avant de prendre la décision pour valider la zone qui était proposée par l'ANDRA, a non seulement pris l'avis des différents élus qui étaient concernés par le projet, mais il a également demandé, outre l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire et de la Commission nationale d'évaluation, l'avis du CLIS, le comité local d'information et de suivi. Et ce même CLIS s'est appuyé sur une expertise d'un bureau d'études complètement indépendant américain qui s'appelle l'IER dans son analyse. Voilà. Et donc je vous rejoins sur le fait que l'expertise, elle doit être plurielle. En fait, c'est en contrôlant un petit peu tous les regards qu'on a le maximum d'assurance sur le fait que le travail est bien fait et qu'on n'a rien oublié. Ce que je peux vous certifier en tant qu'exploitant, c'est que les gens qui nous évaluent, l'IRSN, l'autorité de sûreté nucléaire, la Commission nationale d'évaluation, le groupe permanent d'experts, l'autorité environnementale, ce sont des gens qui nous posent, qui sont sans aucune complaisance avec nous, qui nous posent des questions extrêmement précises et qui ont des attentes très précises pour le dossier que nous devrons remettre en 2015. Et donc très clairement, si l'ANDRA n'a pas répondu à toutes leurs questions quand on demandera l'autorisation de construire le centre de stockage, ils nous diront, sur ces points-là, il faut que vous complétiez votre dossier et l'ANDRA retournera à ses études. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le débat qu'on a ce soir et dans les expressions qui sont venues, c'est qu'on est au cœur du sujet, c'est comment est-ce qu'on va contrôler, si cette installation est mise en œuvre, si la décision est prise à l'horizon 2019-2020, de commencer à construire CIGEO, comment est-ce qu'après, dans le temps,
on la contrôle pendant 100 ans. C'est très atypique d'avoir une installation qui va se construire pendant 100 ans. Et on est tout à fait conscient qu'on travaille sur des enjeux extrêmement importants en termes de sûreté après fermeture, de sûreté en exploitation. Et donc, nous, ce qu'on propose au travers de la réversibilité, c'est de dire que pour nous, la réversibilité, c'est aussi une façon de placer le projet CIGEO sous le contrôle de la société. C'est-à-dire qu'en plus de toute la strate d'expertise publique, et je rappelle que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN sont des organismes indépendants. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut dire qu'ils ne le sont pas. Enfin, régulièrement, ils prennent des prises de position très, très fortes sur certains sujets qui sont les leurs. Et donc nous, ce que l'on propose, l'innovation que l'on propose, c'est que dans ces rendez-vous que l'on propose de programmer pour la vie du stockage, c'est d'essayer de les élargir aux différentes composantes de la société, dont ce dont on vient de parler, pour assurer ce contrôle. Et je vais prendre un exemple pour conclure, qui est le sujet du risque incendie. Vous savez que c'est un risque important qu'on a à gérer dans une installation souterraine, qui plus est dans laquelle on va stocker des déchets radioactifs. Dès aujourd'hui, les pompiers de Meuse et de Haute-Marne, ils sont associés aux études que l'on est en train de faire. Alors, en plus de tous les experts pompiers au niveau national qui sont des spécialistes des tunnels, etc., eux, ils regardent aussi l'installation sous l'angle. Si un jour, moi, je dois intervenir dans cette installation, je veux qu'il y ait les équipements qui me permettent de le faire de manière complètement sûre. Et ça aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a perçu dans nos échanges avec les acteurs locaux, là je parle vraiment des personnes qui habitent en Meuse et Haute-Marne, que le fait de savoir que leurs experts à eux, on va dire les pompiers locaux, etc., ils auront aussi leur mot à dire sur le projet. Je rappelle que les pompiers, ils donnent un avis avant qu'on puisse autoriser la mise en service d'une installation. Donc ça sera, ils pourront dire non, on n'est pas d'accord, d'où l'importance des associés en amont. C'est aussi une façon d'impliquer les instances les expertises locales pour le contrôle de ce projet.